Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Hello, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pris ce micro pour t'enregistrer un épisode de podcast parce que ça fait maintenant plus d'un mois maintenant que je vis à Eutopia et j'ai eu l'envie, l'élan, la spontanéité de faire parler Eutopia, de donner une voix à Eutopia, à ses membres. Parce que je trouve que ce lieu est un magnifique lieu d'expérimentation, voire d'expression authentique. Ici, on expérimente ce que ça veut dire dans la vraie vie de vivre ensemble, dans le respect de la nature, sans alcool, sans drogue, dans l'écologie du lieu, du monde et de soi. Et tu vas entendre donc dans les prochaines minutes la voix de ceux qui vivent ou qui viennent d'arriver à Eutopia pour que tu puisses en fait avoir plusieurs regards, plusieurs expressions authentiques d'Eutopia. Mon rythme de voix va peut-être te paraître plus lent que d'habitude. Crois-moi, ça n'empêche pas l'intensité qui coule à Eutopia. Tu vas vite l'entendre, le comprendre. Et puis si c'est trop lent pour toi, on connaît tous l'écoute en accéléré. Même si vraiment je t'invite à écouter ces interviews au rythme Eutopia. Tu vas aussi entendre les allées et venues de personnes vivant à Eutopia, des bruits de vie d'Eutopia. D'ailleurs, tu en as peut-être déjà entendu depuis le début de cette interview. J'ai hésité à les enlever ou à réenregistrer en fait ces passages-là. Et puis, en fait, je me suis dit que faire ça cacherait le côté vivant du lieu. Oui, ici, il y a du bruit. Oui, ici, ça vit. On vit. Et puis, aussi, je pense que c'est un moyen, en fait, pour toi de goûter à l'expérience éutopienne, comme une immersion à travers ton oreille, à travers tes oreilles. Il y a 5 personnes qui ont osé jouer le jeu de l'interview, qui sont Ben, Yasmine, Julie, Chat et Raph. Merci encore, merci fort pour ce temps, cette énergie, ce courage d'avoir été OK avec le fait de prendre la parole, de mettre votre voix en audio et puis de partager votre regard, vos ressentis, vos pensées sur votre expérience éutopienne. J'aurais pu vous mettre les 5 interviews dans un même épisode, mais en tout, elles duraient plus de 2h30. Ça me paraissait un peu indigeste de vous balancer ça comme ça. Du coup, on va passer cette semaine et puis les 4 semaines prochaines en compagnie des membres d'Eutopia et de l'énergie éutopienne. Pour certaines interviews, tu vas l'entendre, j'ai posé consciemment les mêmes questions pour que tu puisses voir les différentes manières de répondre à une question, notamment sur comment se présenter par exemple. Et puis avant de te laisser plonger dans la première interview avec Benjamin Lesage, qui est un des co-créateurs d'Eutopia, j'ai envie de rajouter que on pourrait croire que vivre dans un éco-village où on apprend à vivre librement en fait, ça pourrait être des vacances. On pourrait croire que d'un point de vue extérieur, ouais, ça ressemble à quelque chose où on fait rien, où on se la coule douce, quoi. Mais pour y vivre depuis un mois, j'ai vraiment l'impression qu'en fait ici on fait le plus beau des travaux qui est en fait le travail intérieur, celui aussi qu'on appelle le travail sacré, celui de vivre vraiment en fait sa vie. Et c'est pas si simple quand on nous a appris à privilégier la sécurité, à ne compter que sur la sécurité. Bonjour Ben. Bonjour Mylène. Bienvenue dans le podcast Authenticité. Merci. Ben, donc du coup, tu fais partie des personnes qui ont co-créé Eutopia. Est-ce que tu veux, pour commencer, te présenter? Ouais, alors je m'appelle Benjamin, nom de famille Lesage, que j'essaye de porter au mieux. Me présenter, actuellement, je pense que je suis surtout un parent à mi-temps.
membre d'un écolieu qui se développe plutôt bien ces temps-ci, ouais, qui évolue avec toujours son lot de surprises, mais qui évolue plutôt bien. Je suis assez content de ça. Et d'un point de vue très personnel, oui, je me considère comme écrivain. C'est ma passion que je fais au quotidien avec des livres jeunesse, surtout en ce moment, que j'écris. Et voilà, et j'adore le jardin. Et là, c'est le printemps et je suis à fond dans le jardin aussi. Ouais, trop cool. Comment a commencé pour toi l'envie utopienne, la création utopienne, le projet utopien? Bon, ça a commencé, oui, en voyageant, en découvrant d'autres manières de vivre, en se prenant des claques, en réalisant que je n'étais pas heureux, que ouais, le mode de vie que j'entretenais depuis quelques années avant, j'avais 25 ans, ouais, je me rendais compte que oui, je tournais un petit peu en rond, avec un peu cette course effrénée à la recherche du plaisir ou du succès, oui, du succès, de réussir des choses. Donc voilà, voyager, partir, être à la rencontre de gens qui cherchent pas grand-chose d'autre que de vivre au présent, que ce soit au Maroc, au Brésil, en Amérique latine de manière générale, ouais, être en lien avec des personnes qui se contentaient de vivre simplement et qui rayonnaient de bonheur. Rencontrer des gens dans des pays d'Amérique latine où la situation est quand même très compliquée au niveau politique, mais qui s'engageaient, qui montaient des lieux, des projets. Donc ça m'a donné envie de faire pareil. Et aussi cette économie du don, le fait de voyager sans argent et d'essayer de vraiment se confronter à cette idée de vivre avec ce qu'on trouve, avec ce qu'on nous donne, avec ce qu'on fait. Ça, c'était vraiment beau, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Enfin, je me suis vraiment senti aligné avec moi-même dans ce voyage qui était basé sur une économie basée sur le don, donc du coup, sans échange monétaire et en faisant avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut offrir, en acceptant, en donnant aussi. Et du coup, ça a quand même amené cette idée, bah oui, en voyage, ça fonctionne, et qu'est-ce qui se passe si on reste en sédentaire, si on essaye de monter quelque chose. Je pense qu'Utopia est né, ouais, au final, il y a deux choses qui se mélangent. C'est d'un côté cet idéal, cette idée un peu utopiste, de se dire, ah bah oui, on pourrait vivre différemment, voilà, dans l'entraide, dans la confiance. Euh, on peut le faire, envie de le faire, et l'envie aussi de participer à la société, de se dire, bah oui, si je suis en voyage, si je vis comme ça, c'est très bien, je peux me balader autour du monde, mais qu'est-ce que j'apporte vraiment? Et donc il y avait la recherche de sens. Et on va dire que l'envie de s'installer, d'ouvrir un lieu qui, dès le départ, dès les 2 premiers mois, a commencé à accueillir du monde, ça naissait vraiment de cette envie de participer à l'effort global d'un changement. Hmm. Et du coup, est-ce que l'économie du don a tout de suite été un désir, quelque chose de fondateur à la création d'Utopia? Ouais, ça a toujours été une évidence. C'est aussi pour ça qu'Utopia, enfin que ce lieu ici existe, et parce qu'on ne l'a pas trouvé ailleurs. Donc il y a plein de lieux voilà, avec différents, plus ou moins ouverts, plus ou moins genre à prix libre ou assez flexibles, où il n'y a pas forcément besoin de donner de l'argent au départ, tout ça. Mais c'est vrai que on n'a pas vraiment trouvé de lieu existant avec cette volonté quelque part politique de s'inscrire dans le non. Il n'y aura pas d'horaire de travail, chaque personne doit venir avec ce qu'elle a, elle peut donner ce qu'elle a envie, comme elle le sent, elle doit le faire avec plaisir. Donc c'est toute cette idéologie qui va vraiment au-delà de la monnaie, parce qu'au final ça a très peu d'importance, mais sur cette liberté qu'on puisse vraiment installer une économie basée sur la confiance que l'autre, la personne qui vient à nous, aura envie de participer et le fera de son mieux et à sa manière. Hmm. Donc ça, il y a eu plein voilà, de petites d'incidents, enfin, on va dire que la route elle est pas lisse, et il y a plein de moments où tout en voulant être dans l'économie du don, on n'y arrivait pas, on a eu des attentes ou des frustrations parce qu'on on avait l'impression que des personnes en faisaient pas assez ou moins. Enfin, ça nous a permis de creuser vraiment ce que ça voulait dire. Enfin ouais, à quel point en fait aussi l'autre nous réveille les tensions en nous, réveille nos limites, nous montre à quel point on prend pas soin de nous, de nos besoins. Donc l'économie du don, c'est génial. Moi je vois que je peux m'inscrire dans l'économie du don quand mes besoins sont satisfaits. Et si mes besoins sont pas satisfaits, je peux pas, j'arrive pas à accepter en fait que les autres personnes ne participent pas. Donc Hmm. c'est intéressant. Il y a des limites bien sûr à l'économie du don aussi, mais ouais, ça fait partie de l'exploration ici. Ouais, ouais, ouais. C'est un lieu d'expérimentation pour ça, quoi, finalement. Oui, voilà, dès le départ, on savait très bien que c'est pour ça qu'on l'a appelé Eutopia. Donc, on est conscient des idées utopistes, mais on n'a pas envie de se dire, bon, c'est utopique, alors on n'essaye même pas. Il y a plutôt cette idée, on fait de notre mieux, on essaye de creuser ça, de se confronter
à notre culture, quoi, à ce conditionnement qui est quand même très ancré en nous Mm. et qui nous empêche de faire confiance. Enfin, moi, j'ai rencontré pas mal de personnes dans d'autres pays qui sont ouais, avec beaucoup de capitalisme aussi et d'individualisme, mais où les personnes ont une sorte de confiance un peu innée, que quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. Ils n'ont pas besoin d'avoir un compte bancaire, ils n'ont pas besoin. Enfin, voilà, ils gagnent les sous pour la journée, puis avec ça, c'est suffisant. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup impacté. Et c'est un peu ce que j'ai toujours envie de revivre ici, de retrouver ce moyen d'être détendu par rapport à ça, de faire confiance, d'être dans la confiance par rapport à l'autre. Ouais. Et puis d'un point de vue très quotidien et très concret, l'économie du don ici, moi je le vois dans les activités d'une journée. Tu vois, par exemple, la cuisine, le jardin, les choses, j'ai l'impression, se font plutôt naturellement et de manière confiante. C'est-à-dire que on sait qu'à la fin de la journée, il y aura quelqu'un qui sera peut-être qui aura eu cette envie, cet élan de faire la cuisine, ou que s'il y a eu personne, bah, c'est pas grave, tout le monde se met tout d'un coup à faire la cuisine en collectif et que tout le monde donne un petit peu de soi, tu vois, pour que ça naturellement ça se crée dans le quotidien aussi. Donc c'est pas seulement économie du don dans la manière de travailler sur le long terme, mais ça se voit aussi dans ma manière d'observer les choses concrètement dans une journée typique, dans le quotidien, quoi, dans les habitudes d'une journée. On pourrait se dire, bah, si on donne la possibilité à tout le monde, la liberté à tout le monde de faire ce qu'il veut, les choses se font pas, et en fait elles se font naturellement et Ouais. avec le désir de chacun. Oui, je pense que ça vient vraiment. C'est là où la théorie est intéressante par rapport à la pratique. Euh, ça rejoint des débats nationaux avec ces idées de revenus universels où tout le monde pense ah ben non, ça va juste faire plus de feignants. Et c'est intéressant de voir que le problème, c'est. Enfin, une personne qui n'est pas active, c'est pas parce qu'elle ne veut pas être active, c'est pas parce qu'elle a envie de ne rien faire. Je connais très peu d'êtres humains que j'ai rencontrés qui avaient juste envie de rien faire. En fait, une personne qui n'est pas active, c'est parce qu'elle est bloquée, parce qu'elle est perdue, parce qu'elle n'a pas les outils pour trouver ce qu'elle a envie de faire, parce qu'elle n'a pas été accompagnée, parce qu'elle a été traumatisée, enfin, Mmh. plein de raisons. Mais en fait, si on offre un cadre où la personne peut se sentir bien, son premier élan, ça va être de rendre service à la communauté. Mmh. C'est ce que j'ai appris aussi en voyage. En vivant sans argent, j'ai appris énormément à recevoir. On m'a beaucoup traité de profiteur voilà, très longtemps. Et d'une certaine partie, c'était vrai, oui, je profitais à fond de ce que la nature me donnait, de ce que les gens me donnaient. Sauf que du coup, j'ai réalisé que c'était pas nouveau, c'était pas pendant ce voyage que je profitais, c'est que depuis ma naissance, je profite. On est tous des profiteurs, des profiteuses. On profite d'un système en place, mais aussi d'un système naturel, d'organismes vivants. Donc on est et la seule chose qui nous manque, ce qu'il faut faire, c'est pas arrêter de profiter, c'est pas aller vers l'individualité et l'indépendance en disant j'ai besoin de personne, ça ce serait un réflexe patriarcal. Le truc c'est ah bah oui, je profite, waouh, et de prendre conscience de ça, waouh, grâce à tous ces gens, grâce à toutes ces choses, je peux vivre bien, sentir en soi ce sentiment de gratitude et ensuite la première chose qui nous vient, moi ça a été le truc, c'est bon bah qu'est-ce que je fais avec ça, comment est-ce que je participe, qu'est-ce que je donne. Mmh. Je pense que cet élan-là, si on arrive à faire confiance que toutes les personnes qui recevront et qui se sentiront bien auront qu'une seule envie, c'est de participer et donner, eh ben il n'y a plus de problème. Et à Utopia, c'est vrai qu'au quotidien, on le voit que l'accent est vraiment mis sur d'abord on prend soin de soi, on fait à son rythme, et chaque personne peut être bien. Et du coup, bah, forcément, ces personnes-là, s'il y a une personne qui reste sur elle et qui ne participe pas au collectif, ça vient en général d'elle-même, bah, comme par exemple Marvin, qui au bout de 3 4 jours va dire bah, mince, je me sens mal, j'ai l'impression de ne pas participer, alors que enfin, voilà, ça se fait naturellement et après ça se rééquilibre. Donc Mmh. et ça s'est fait toujours, ça fait 5 ans, je ne sais pas combien de personnes sont venues ici au total, mais enfin, là, il y a peut-être eu quelques exceptions de personnes qui n'arrivaient pas à trouver leur place dans ce système-là, parce que c'est difficile de s'installer dans un lieu avec beaucoup de liberté, on n'est quand même pas habitué, donc faut Ouais. pouvoir trouver sa place, s'imposer, accepter de ne pas faire. Et c'est difficile en fait d'être dans l'économie du don, c'est-à-dire d'accepter, bah tiens là je ne vais rien faire, de ne pas se sentir coupable, et du coup de ne pas se forcer à faire des choses qui après va créer des frustrations qui fait qu'on ne sera pas bien avec soi-même, qui fait qu'on n'aura pas envie de donner ou de participer. Enfin, voilà, Mmh. c'est vraiment se sortir de ce cercle vicieux, c'est quand même très compliqué, je vois que tout le monde n'y arrive pas du premier coup. Mmh. Est-ce que du coup, dans votre conscience, parce que moi en arrivant là depuis 3 semaines, pour moi c'est vraiment un constat et une évidence que ici c'est un lieu d'expression authentique, mais est-ce que dans les fondations et dans la création d'Eutopia et dans l'expérimentation au fur et à mesure d'Eutopia, il y a eu cette envie d'authenticité? Est-ce que ça a été conscientisé à ce point-là?
Je pense que ça n'a pas été spécialement conscientisé. C'est pas un mot qui revient dans les discours, dans les échanges. Euh, mais par contre, je pense que c'est incarné. Enfin, je sais que moi, si Eotopia existe, enfin, toute ma transformation personnelle est venue d'une découverte qu'il fallait que j'aligne ce que je pensais, ce que je faisais, ce que je ressentais. Mm. Et donc pour moi, ça pourrait être une définition de l'authenticité. On est authentique quand nos actions sont en accord avec nos pensées et nos émotions. Mm. Du coup, si on fait quelque chose, ben, on le fait parce qu'on en a envie et parce qu'on pense que c'est juste. Et donc je pense que c'est quand même assez incarné ici, mais plus en mode exemple, en mode implicite, que ben, on est là pour faire des choses que nous pensons qui sont justes et on le fait que quand nos émotions sont en accord avec ça. Donc on ne se force pas et aussi on ne se fait pas violence. Et on théorise quand même pas mal, on réfléchit, ben, il y a toujours des débats sur le véganisme, sur tel produit, sur telle chose, sur le bio. Donc il y a constamment cette recherche d'être plus vrai. Et plus récemment, bah, beaucoup de débats sur le genre et sur bah, du coup la masculinité, la féminité. Mm. Ça rentre en compte où il y a cette idée, bah oui, pas seulement être authentique, mais juste être aligné et arriver aussi à voir que être soi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose si on a... euh, enfin, être soi, c'est être le résultat de conditionnement, Mm. d'une éducation, d'une manière de parler, d'un langage qu'on a appris, d'échanges qu'on a eu, d'entourage, d'environnement. Donc en fait, ce qu'on appelle le nous, le moi, eh ben, c'est quelque chose qui a été façonné par énormément d'expériences. Donc du coup, c'est pas figé. Donc c'est vrai que être authentique, eh ben, c'est pas être soi. Genre être moi-même ne veut pas dire grand-chose dans un sens où ça fait référence à des choses que j'ai appris, à des habitudes que j'ai en moi, des conditionnements. Et donc c'est vrai qu'on pourrait voir que si être authentique, c'est justement être dans le questionnement et à chaque fois chercher un peu plus loin qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui m'habite dans cet instant, sachant que ça peut être différent de demain et d'hier. Mm. Et donc d'être toujours dans cette incarnation bah voilà, d'être à chaque instant en accord avec soi. Enfin, avec soi, avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent à ce moment-là, mais tout en sachant que ça peut évoluer et puis que c'est quand même quelque chose qui est pas. Enfin, je m'emmène un peu, mais on parle c'est un peu la dissolution de l'être, de voir que oui, bah, il faut pas être contre l'ego. L'ego, c'est nous, mais l'ego, c'est construit. Mm. Donc, ouais, c'est intéressant cette recherche d'authenticité parce que pour moi, elle met tout de suite en lumière. Ah, bah oui, mais qu'est-ce que c'est d'être authentique? On le voit par exemple dans les cercles mixtes où on peut avoir un homme qui va dire mais moi j'en ai marre, c'est vrai que c'est difficile avec tout ce féminisme, tout ça, moi j'ai juste envie d'être moi-même, j'ai l'impression de plus pouvoir parler, de plus pouvoir être moi-même, ça ressort. Donc c'est vrai que quand Ah. j'entends ça, pour moi je me dis mais en fait c'est parce que c'est pas toi-même. C'est parce Mm. que tu es né homme dans une société patriarcale et du coup tu as des conditionnements, des manières de parler, des habitudes qui font que tu peux te retrouver aujourd'hui dans une position d'oppresseur pour d'autres. Donc ça, ce n'est pas être toi. Mm. Mais après, ben, du coup, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que c'est être soi? Et je me dis, ben, ce sera sans fin parce que les conditionnements, ils sont. Enfin, c'est depuis qu'on est bébé, quoi. C'est ça, puis c'est un travail d'une vie, moi je pense, mais... Oui, donc peut-être que. Donc si l'authenticité, c'est être sur un chemin et savoir que c'est sur un chemin et puis qu'il y aura toujours quelque chose à déconstruire et que en déconstruisant quelque chose, on va reconstruire un autre conditionnement qu'il faudra peut-être qu'on casse à nouveau. Enfin, voilà. Voilà, si l'authenticité c'est ça, bah, je suis à fond pour, mais par contre, ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à me méfier du être soi, Mm. qui ressort beaucoup des fois dans certains réseaux et que je comprends dans l'intention, je suis sûr qu'elle est bonne et pure, mais je me dis, ouais, il faut pousser plus loin parce que oui, ouais, je sais même pas si ça veut dire quelque chose, quoi. Je sais même pas s'il Ouais. y a un soi à la fin. Mm. Si on en croit à la théorie du Bouddha, ben, quand on arrivera enfin à l'authenticité pure, ben, en fait, on se dissout, quoi. Et Mm. c'est la fin de la vie. Mm. Donc voilà. C'est toute la question et c'est ce pourquoi il y a tout un podcast qui existe sur ce sujet, parce qu'il y a de quoi en parler. Tu parlais des cercles mixtes, je trouvais ça intéressant que tu puisses peut-être expliquer un peu plus ce que c'est, préciser ce que c'est, pour que les gens puissent voir le lien qu'il y a entre le cercle mixte et l'authenticité, en tout cas donner la parole. Oui, le cercle mix, oui, c'est né d'un constat de voir que ben, d'avoir des amis hommes qui se sentaient quand même assez mal par rapport à des femmes. La plupart des femmes dans notre réseau sont quand même assez engagées, féministes, et parfois assez virulentes aussi, mais à raison, hein, dans leurs commentaires ou pour que certaines violences, même verbales, ou certains comportements oppresseurs arrêtent. Et donc, c'est vrai que j'ai eu plusieurs amis ou personnes que j'ai rencontrées, c'était pas des amis à la base, mais que j'ai rencontrées et j'ai vu pas mal de ressemblances dans
dans cette manière de réagir à ça, de se sentir coupable, de ressentir de l'agression, de ne pas arriver à se mettre à la place de l'autre. Et donc, c'est comme ça qu'au début c'est né comme un cercle d'hommes pour qu'on puisse parler de ça, puis qu'on puisse dire, ben voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre que le féminisme, il est nécessaire parce que mentalement, on est tous d'accord, mais comment faire pour travailler sur ce sentiment des fois qui nous bloque au cœur, où on se sent jugé, on se sent exclu, alors que la seule chose qu'on veut, nous, c'est du bonheur. Enfin, voilà. Mais après, on a très vite compris que si on le faisait qu'entre hommes, on reproduisait un schéma aussi d'injustice de groupe en non-mixité masculine. Donc on s'est dit, non, il faut qu'on l'ouvre aux femmes. Et puis on a essayé plusieurs modèles. Et le seul qui a marché, enfin qu'on voit qui fonctionne un peu, c'est le cercle mixte où on peut vraiment faire les choses ensemble et essayer ensemble à plusieurs de déconstruire les mécanismes d'oppression qui sont en nous, qu'on soit homme ou femme ou spectral. Hein, si on reprend le terme de Hall, de personnes qui se considèrent non-binaires, oui, on a tous une éducation qui est quand même fortement influencée par une domination de l'homme sur la femme dans les schémas familiaux, les schémas de couple, les schémas de société. Donc voilà, le cercle mixte, c'est essayer d'avancer là-dessus, de pouvoir s'entendre, de pouvoir accepter notre masculinité, par exemple, nous les hommes, d'accepter l'oppression qu'on peut reproduire des fois sans s'en rendre compte, avec nos mots, avec nos gestes, avec nos comportements, et arriver à les accepter pour plus se sentir coupable, mais avoir envie de les déconstruire pour que les personnes autour de nous se sentent mieux et que nous aussi, du coup. Autre chose aussi que je trouve intéressant dans ton histoire et dans votre histoire avec Yasmine, c'est Ada, Ça, oui. qui est votre fille. Comment vous voyez son dans votre manière de... Je sais pas si le mot éduquer du coup vous convient finalement. En général, on parle d'accompagnement. Ouais, c'est ça. J'aime bien, c'était Paulo Freire, c'est un sociologue ou psychologue ou philosophe brésilien, mais qui disait qu'on ne peut pas qu'on peut éduquer personne dans le monde, on peut que s'accompagner les uns les autres pour apprendre. Donc remettre en cause ce système d'éducation. Pour Ada, oui, il y a eu beaucoup de livres et de conscientisation, de chercher à dire comment est-ce qu'on peut être les meilleurs parents du monde. Je pense que tous les parents partagent cette même élan. Mais il y a vraiment eu, oui, cette révélation pour moi, ça a été, oui, découvrir l'amour inconditionnel. Je le cherchais, j'étais vraiment en recherche de ça, de comprendre ce que c'était. C'est vrai qu'avec un enfant, j'ai le sentiment de l'avoir vécu, que ça m'est tombé dessus. Et je pense que quand on arrive vraiment à s'ouvrir à cet amour et à comprendre que c'est ce qui est le plus important et que tout le reste, on s'y connecte et dans cet amour, il ne peut pas y avoir de limites, il ne peut pas y avoir de restrictions, il peut y avoir que du dialogue. Enfin, un vrai amour est basé que sur du dialogue, de la communication. Et donc c'est vrai qu'avec Ada, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça ne marche pas toujours, il y a eu des accidents, des incidents, il y a eu des moments où on a pété des câbles et tout ça. Mais de manière générale, oui, vraiment de se garder, enfin, depuis qu'elle est née, depuis les premiers mois, de parler, de proposer, de rester dans cette même chose qu'on met en place ici entre adultes aussi, de communication non violente, de toujours proposer les choses, d'essayer de ne pas donner d'ordre, de travailler sur soi pour comprendre ses besoins, pour pouvoir exprimer ses limites. Donc Ada, très tôt, il y a des personnes qui disaient qu'on exagérait, mais voilà, Ada, elle avait 1 an et demi, moi j'allais déjà lui parler de mes limites. Et tout le monde dit, elle comprend rien. Et en fait, là, elle a 6 ans et toutes les personnes qui viennent ici, en général, sont assez surprises de voir qu'Ada respecte les limites de tout le monde, qu'elle les comprend et qu'elle dit les siennes en plus. Complètement. La dernière fois, elle me demande est-ce que tu veux jouer à ça? Je lui dis non, là j'ai besoin de terminer un travail sur mon ordinateur. Et elle me dit d'accord, et puis elle s'en va. Alors ça m'a tellement étonnée, j'ai trouvé ça tellement adulte. Du coup, c'est même pas adulte, mais c'est effectivement c'est cette compréhension. Et en fait, on essaye encore de la mettre à ce niveau-là où c'est pas parce qu'elle est plus jeune, c'est pas parce que son cerveau est pas complètement formé ou parce qu'il y a des choses qu'elle peut pas comprendre forcément qu'il faut la traiter différemment. Donc c'est vrai que là on rejoint l'agisme qu'on partage beaucoup avec des personnes autour de nous, du réseau non scolarisé, d'essayer de se dire mais en fait si on veut arrêter l'oppression aussi du patriarcat dans la société, est-ce qu'il faudrait pas commencer par arrêter d'opprimer nos enfants? Et ça c'est un gros débat et c'est un sujet qui fait très mal en général pour toutes les personnes parentes, mais c'est vrai qu'il faut passer par là, il faut comprendre qu'en fait en tant que parent on est violent. Parce si on se met à la place de l'enfant, on se rend compte qu'on l'enferme, qu'on l'empêche d'être soi. Du coup, le chemin de l'authenticité pour un enfant est impossible dans un schéma familial classique. Comment est-ce que on est en train en fait de mouler nos enfants
Et c'est assez terrible, et c'est ce qui fait qu'après on a des adultes qui se sentent pas bien, et c'est ce qui fait qu'on a cette société. Donc c'est vrai que c'est des gros raccourcis, mais pour nous c'est bon, comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que les enfants qu'on aide à venir au monde puissent se développer forcément avec des modèles, tout ça, donc ils se construisent, et il y a quand même des conditionnements qui sont en place, mais quand même de limiter au maximum les conditionnements, les impositions, pour qu'elle puisse, elle, faire ses propres décisions, qu'elle soit confiante en elle, qu'elle puisse choisir. Tiens, à ce moment-là, je veux faire ça parce que c'est ce que je sens qui est juste en moi. Donc c'est ce qu'on essaye, ouais. Ouais, et que du coup, elle, ça soit plus fluide, plus naturel, et qu'elle n'a pas forcément besoin de réapprendre à. Parce que du coup, de ce que j'entends aussi, et ce qui a été mon expérience, c'est que nous, peut-être qu'enfant, on savait le faire, sauf que ça a un peu disparu. Et aujourd'hui, sûr, ouais. on réapprend à, alors que du coup, finalement, Ada, elle, c'est juste une continuité. Ça sera pas genre... On espère, il faudra voir. Ouais. On ne sait jamais comment ça évolue, mais oui, cette idée-là, en tout cas, ouais, de faciliter le travail. Aussi, il faut qu'on essaye de casser ce monde adulte où on sait tout, où on sait mieux, où on n'est pas vulnérable, où du coup, reproduit par le système de l'école, mais aussi souvent dans les familles où en fait c'est le papa ou la maman qui sait. Et donc c'est vrai que si on arrive à être un groupe d'adultes qui se remet en question et qui puisse avouer, en fait non, là on est perdu, on ne sait pas. Et donc Ada, elle entend des adultes qui disent qu'ils sont perdus et qui vont lui dire, écoute, ouais, non, là j'avoue, moi je sais pas. Enfin voilà, authenticité dans le sens de netteté là. Où je pense que elle est en contact avec du vrai, avec des personnes qui lui parlent pas comme un enfant et qui lui cachent pas une certaine vérité, qui vont essayer d'être vraiment honnêtes et transparentes avec elle. Donc ça, ouais, je me dis que ça doit être sympa, que ça lui permettra quand même d'avoir un regard plus lucide sur la vie, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît important de rajouter, de venir compléter, de partager? Ouais, on peut toujours dire, oui, ça fait 5 ans, ça fait pas longtemps, on est une jeune communauté. Il y en a, ça fait 30-40 ans qu'elles existent. Donc on va voir, ça évolue beaucoup. C'est vrai je pense qu'il y a beaucoup de bonheur et de joie à vivre ici, tout en étant lucide, oui, qu'il y a un gros travail, que très vite les non-dits reviennent, les problèmes de communication. Je pense que c'est chouette d'accepter qu'on est tous des incapables, qu'on est toutes, quelque part, handicapés socialement, parce qu'on a été élevés d'une certaine manière et qu'on ne sait pas être en accord avec soi, être en accord avec l'autre, on ne sait pas écouter vraiment, on a du mal à... Enfin, il y a tellement de chemin à faire, ouais. Donc voilà, ouais, on est là-dessus, et c'est sûr que des fois, il y a une image un peu lisse qui peut ressortir d'Eutopia ou sur le site ou tout ça, et c'est vrai qu'en vrai, ça se passe bien ici, mais c'est dur, ouais. Je pense que c'est chouette d'arriver à toutes prendre conscience qu'on est... Ouais, on part avec des gros bagages, ouais. Et que, ouais, si on peut trouver un lieu où on a le temps d'y faire face, comme ici par exemple, c'est bien. Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que même avec une moitié de journée pour soi, pour travailler sur soi, c'est souvent pas suffisant pour quelqu'un qui sort à peine du système et qui arrive ici. T'as l'impression qu'il faut des années de, entre guillemets, rien faire, de productif ou d'obligé pour pouvoir arriver à déconstruire tous les schémas qui nous enferment depuis l'enfance, quoi. Donc il y a un gros boulot, ouais. Ouais. Finalement, là, t'amènes 3 choses qui sont importantes pour moi pour aller vers son chemin authentique. C'est la remise en question, l'humilité, aussi de dire que du coup, oui, on voudrait avoir cette image parfaite de nous, gentille de nous, mais que, non. Et la 3e chose qui m'est venue, est-ce que je vais m'en rappeler? L'humilité, la remise en cause. Prendre le temps. Prendre le temps, le repos, merci, c'est ça que je voulais dire. Le repos, le ralentissement qui est nécessaire à un moment donné dans ce cheminement. Parce que si on continue à être dans l'activité, la stimulation extérieure, c'est moins facile d'accéder du coup à son monde intérieur, à ses ressentis, ses émotions. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Mylène. Et à la prochaine. À la prochaine. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast? Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.